Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier Xavier Niel de nous accueillir ici, dans cette halle Fraissinet. J'ai des souvenirs qui s'attachent à ce lieu. Et ici, les élus du 13e arrondissement en ont la mémoire. J'y avais en effet fait mon discours d'investiture pour la primaire du Parti socialiste. Je parle de la primaire de 2011 pour l'élection présidentielle. Et ensuite, j'y suis revenu en 2014 comme président. Et Xavier Niel m'avait préparé à l'idée qu'il y aurait ici, sur ce site, dans cette halle, un espace extraordinaire. Parfois, nous sommes sceptiques quand on entend qu'il pourrait y avoir des milliers d'incubateurs, qu'il pourrait y avoir des services, que la halle serait transformée tout en gardant ici son histoire, voire même ses wagons, à peine ses rails. Et j'y reviens aujourd'hui et il avait raison. Le lieu est devenu d'abord magique, c'est-à-dire capable d'inventer l'économie de demain à partir de l'économie d'hier ou d'avant-hier, et à transformer littéralement le quartier avec des rues, des accès. J'ai compris qu'il y aurait tout de grand, un grand restaurant au sens du plus grand dans l'espace, peut-être d'ailleurs sur le plan gastronomique aussi, nous verrons bien, même si les prix paraissent défier toute concurrence, un grand hôtel aussi, une grande auberge de jeunesse autour, et puis ici de grands espaces permettant à des jeunes, des moins jeunes, de créer leur propre entreprise, d'imaginer leur avenir, et aussi le nôtre, et permettant aussi à des grands groupes, la BNP en est un, d'accompagner ces créateurs d'entreprises pour en faire un lieu d'excellence pour la France. Vous l'avez dit, Xavier Niel, c'est la France, c'est aujourd'hui Paris qui accueille le plus de start-up, d'entreprises innovatrices, technologiques, et c'est une grande fierté. Ça a été rendu possible par un environnement réglementaire, fiscal, économique, mais surtout parce qu'il y a eu ici des grands entrepreneurs qui ont donné envie à d'autres de le devenir, et c'est ce que vous avez fait. Il y a eu aussi une formation qui a pu être apportée à des créateurs. Ça a été notamment votre projet d'école 42, pour nous la grande école du numérique, et qui finalement offre à des entreprises qui veulent s'installer ici, parfois venant de loin, au moins de Londres, des possibilités de développement tout à fait considérables. Alors pour toutes ces raisons, je voulais venir ici pour saluer et le lieu et l'initiative qui a été la vôtre à travers ce projet, qui dans 2 mois sera réalité. Et puis c'est vrai que c'est la dernière intervention que je fais comme président de la République pour porter une belle idée que j'ai lancée il y a maintenant plusieurs années, plus de 3 ans, la France s'engage. Cette idée, elle est toute simple. Chaque président a marqué de son empreinte, et c'est bien, le pays qu'il a dirigé par de grands chantiers. Des chantiers architecturaux, des chantiers d'infrastructures. Nous avons, nous aussi, contribué à porter cette marque France à travers cette ambition. Mais il y a aussi des chantiers qui ne sont pas forcément dans des lieux qui ne se réduisent pas à des infrastructures ou à des bâtiments et qui portent des projets, des espérances et là encore une ambition pour la France. Et la France s'engage, c'est de permettre à beaucoup d'initiatives, souvent fondées sur la technologie, mais qui veillent à donner du partage une ampleur nouvelle et qui permettent à des hommes et des femmes qui vivent ici de vivre mieux. Donc la France s'engage, ça a été un projet du président de la République, un projet du gouvernement, Patrick Kanner l'a accompagné, et qui faisait que nous mobilisions des crédits publics et que nous les mettions à la disposition d'une structure qui elle-même sélectionnait des projets, faisait en sorte qu'ils puissent être labellisés, accompagnés et développés. Il fallait donc 3 caractéristiques pour porter une ambition dans La France s'engage. Il fallait que le projet soit innovant,
utiliser le numérique, qu'il puisse avoir une vocation d'utilité publique, servir au plus grand nombre, et qu'il puisse être généralisé. Donc ça ne mettait pas les petits projets en soumission par rapport aux grands, ça permettait au contraire à des initiatives qui n'auraient pas forcément trouvé leur capacité de développement d'être accompagnées, d'être labellisées et ainsi d'être transformées et généralisées à une grande échelle. J'ai voulu, au terme de ce mandat, que cette initiative, et je ne savais pas quel serait encore mon successeur, et ça n'avait rien à voir avec mon successeur, j'ai voulu que, ce qui n'empêchera pas mon successeur d'appuyer cette initiative, y compris par des crédits publics, mais j'ai voulu que cette initiative puisse être pérennisée, mais surtout puisse changer, non pas de philosophie, mais changer de portage, que ce ne soit plus l'État seul, mais des partenaires privés qui puissent s'investir et mettre à la disposition de ces innovateurs sociaux à la fois des moyens financiers, ça a été le cas, mais aussi des personnels formés justement à l'accompagnement et également des fondations qui existent déjà et qui peuvent servir de point d'appui. Je remercie les fondateurs, Total, parce que Total était là depuis le départ, et sans Total, même avec l'État, il n'y aurait pas eu le projet tel qu'il est aujourd'hui présenté et tel qu'il a été réussi pendant plusieurs années. La BNP, qui s'est investie à tous égards dans l'initiative, Andros, qui apporte un complément alimentaire tout à fait nécessaire, et d'avoir aussi des partenaires comme Pinot, qui a voulu lui-même, à travers aussi ses initiatives, accompagner notre France s'engage. Il y a eu également des partenaires institutionnels que je veux saluer, la Poste, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence française de développement, qui, là encore, vont mettre leur réseau à la disposition de la Fondation. La France s'engage, c'est aussi de permettre que nous puissions mobiliser des fonds. Et aujourd'hui, 30 millions d'euros ont été dégagés, 16,5 millions par les fondateurs privés, 8,5 millions par l'État, et puis le reste par des mécènes et des partenariats de compétences. Il y aura également des prêts de personnel, dizaines de salariés qui, venant de grands groupes, pourront accompagner là aussi les innovateurs. Enfin, il y a un lien qui demeurera avec l'État. Ce que j'ai voulu, c'est que nous puissions combiner les acteurs publics et les acteurs privés dans la même démarche. Que nous puissions avoir, grâce à une fondation qui est aujourd'hui créée, la mobilisation de toutes les compétences, de toutes les institutions et de toutes les entreprises qui veulent s'investir. Donc le label qui sera ainsi accordé sera un label qui non seulement viendra des institutions publiques, mais également des partenaires privés. Il sera donc coproduit et le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Économie sociale et solidaire, je parle des structures d'aujourd'hui, je ne sais ce qu'elles seront demain, mais le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères seront directement associés. Deuxième modalité, c'est que les projets retenus devront combiner le soutien financier et l'accompagnement. Ce que l'on a comme expérience, c'est qu'il peut y avoir de bons projets, bien financés, qui peuvent se perdre s'ils ne sont pas véritablement suivis, conseillés et accompagnés. Enfin, il y a une volonté de déploiement sur le territoire national, c'est ça l'idée, et également à l'échelle internationale, si on le peut, et dans des conditions qui doivent permettre à la francophonie de trouver une expression nouvelle. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette fondation. Fallait-il qu'elle ait un lieu qui soit adapté à l'idée même de la France s'engage. Donc un lieu innovant, un lieu unique, un lieu où il puisse y avoir des innovateurs de toutes sortes et notamment des innovateurs sociaux. Ce lieu, c'est donc la station F.
La station, ça donne envie de voyager. La station peut être sur le transport terrestre ou sur le ciel, dans le ciel. En tout cas, nous sommes dans la station. Et je remercie ici Xavier Niel de nous y accueillir dans cette halle Fraissinet. Je veux enfin souligner ce qu'est l'engagement. Parce que, finalement, pourquoi s'engager ? Pourquoi s'engager sur le plan politique ? Pourquoi penser qu'il nous faut mobiliser nos énergies et nos forces au service de notre pays par la voie des élections et de la démocratie? C'est une question qui est posée à tous les citoyens, surtout dans cette période. L'engagement, ce n'est pas simplement une facétie, ce n'est pas un temps d'humeur, ce n'est pas simplement une expérience. L'engagement suppose à la fois une conviction forte, une mobilisation généreuse, un sacrifice, car c'est beaucoup de contraintes et peu de gratification, mais un engagement suppose l'idée de dépassement, c'est-à-dire de penser que par sa propre démarche, par son propre investissement, par sa propre volonté, nous pouvons avec d'autres, je dis bien avec d'autres, être capables de faire bouger les lignes et de transformer notre pays. Beaucoup de nos concitoyens ne veulent pas nécessairement s'engager sous cette forme, la forme élective. Et heureusement, même si j'ai compris qu'il pouvait y avoir parfois pléthore. Mais ce qui compte, c'est que certains ou certaines aient cette démarche pour aller solliciter le suffrage. Et ensuite, qu'ils y consacrent une grande part de leur vie. Pour ce qui me concerne, je me suis engagé très tôt dans la vie publique. À la fois parce que j'avais conscience que l'alternance devait se produire en France, et aussi parce qu'il y avait une force qui devait être créée permettant que les Français puissent trouver l'espoir. Je me suis engagé très tôt, y compris sur le plan électoral. La première fois que je me suis présenté à une élection, j'avais 26 ans. Donc je me suis déterminé pour que ce ne soit pas simplement un moment de mon existence, mais véritablement toute mon existence. Je n'avais pas pensé nécessairement, lorsque je me suis présenté pour la première fois au suffrage, que je deviendrais président de la République. Certains peuvent avoir même une accélération et se présenter au suffrage pour la première fois et devenir président de la République. Ça peut arriver. Je n'avais pas pensé être président de la République, mais je m'étais engagé pleinement dans la vie publique, sans avoir nécessairement l'idée que je pourrais me porter à plusieurs mandats, et j'en ai exercé un certain nombre. Mais je savais que ce premier acte déterminerait toute ma vie. Je sais ce que l'on peut dire sur les carrières longues dans la vie politique, et sur peut-être la nécessité d'introduire une limitation du cumul dans le temps. C'est possible et c'est sans doute nécessaire. Il faut sûrement des allers-retours entre la vie publique et la vie professionnelle. Mais un engagement tel que je l'ai conçu moi-même sur le plan politique était un engagement total, un engagement qui devait être celui qui donnait un sens à ma vie. Mais ensuite, il peut y avoir d'autres formes d'engagement. Il y a des engagements syndicaux, et je veux ici les saluer. C'est-à-dire être dans une entreprise et penser qu'il y a nécessité de représenter celles et ceux qui ne disent rien, qui parfois ont peur de s'afficher ou d'exprimer une revendication. Être syndicaliste, ça suppose aussi prendre ses responsabilités, signer des accords, ou ne pas les signer, mais savoir que ça aura des conséquences sur la vie des salariés de l'entreprise. Être engagé sur le plan syndical suppose parfois de sacrifier sa propre vie professionnelle, d'où la nécessité de protéger ces acteurs. Mais il y a aussi des engagements professionnels. Moi, je salue aussi celles et ceux qui se dévouent pour représenter les entreprises, l'agriculture, les professions artisanales, bref, tous les secteurs de la vie professionnelle. Ce n'est pas simplement pour participer à des cérémonies ou pour siéger dans des assemblées professionnelles, c'est toujours pour exprimer un intérêt particulier qui peut, s'il est bien mené,
s'il est bien pensé, contribuer à l'intérêt général. Et puis, il y a l'engagement citoyen. Et il n'est pas facile de lui donner une forme. Il y a bien sûr tout ce qui est la vie associative. En France, c'est la loi de 1901 qui est la forme la plus courante de l'engagement. Je ne sais pas si les parlementaires qui avaient voté cette loi imaginaient ce qu'elle pourrait devenir, c'est-à-dire l'occasion pour tout citoyen, dès lors qu'il trouve un partenaire, de créer une association. Une association qui peut parfois s'occuper des joueurs de boules dans une commune rurale, et il faut s'en occuper, ou qui peut porter, je ne mets pas en cause les joueurs de boules, mais qui peut porter sur des objets beaucoup plus larges. Notamment, c'est ce qui a fait le succès des organisations non gouvernementales et qui ont permis à la France d'être en avant-garde de l'action humanitaire. Et la France est regardée justement pour la vitalité de ces associations, de ces formes de structures qui sont non lucratives et qui pourtant mobilisent un grand nombre de salariés. Ça a formé l'économie sociale et solidaire. Cette belle idée sortie du XIXe siècle, de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas s'occuper de l'État, peut-être même pas des communes et des territoires, mais faire en sorte qu'il puisse y avoir une communauté de destin à travers la santé, le travail ou la protection contre les aléas de la vie. Et puis d'autres qui ont formé des coopératives et qui se sont organisées dans cette forme de production ou de distribution, voire même de banques, même si parfois il peut y avoir des concurrences qui sont jugées déloyales par les secteurs privés. Mais c'était ainsi. Aujourd'hui, cette forme de structure demeure, mais il faut y ajouter d'autres initiatives, et qui peuvent prendre la forme d'une association le plus souvent, mais qui aujourd'hui visent à toucher peut-être d'autres publics, ou à faire en sorte que celles et ceux qui sont les plus fragiles, ou les plus démunis, ou les plus oubliés, puissent avoir une chance de plus, ou une chance enfin. Et c'est le pari de la France s'engage. Faire que des innovateurs puissent apporter un service qui aujourd'hui n'existe pas ou est mal assuré. Faire en sorte qu'il puisse y avoir une efficacité dans une intervention qui peut parfois rassembler des fonds publics, mais qui ne touche pas véritablement les bénéficiaires qui sont espérés. Faire en sorte que ceux qui sont sans voix puissent trouver une forme d'expression. Bref, utiliser tout ce qui est dans l'imagination humaine, et elle est le plus souvent sans limite, au service à la fois du bien public, de l'utilité sociale, et même de la création d'emplois, voire de l'activité économique. Car l'expérience a été tout à fait éclairante à travers la France s'engage. Ce qui au départ était une innovation sociale à des fins non lucratives est devenu une entreprise qui pouvait, quel que soit son statut, avoir des effets économiques considérables. Et il y a eu plusieurs milliers d'emplois qui ont été créés grâce à la France s'engage. Voilà l'idée de l'engagement. Et chacune et chacun à sa place doit pouvoir trouver la possibilité de s'engager. S'engager, ça suppose de vouloir être utile aux autres. C'est un curieux sentiment dans la nature humaine, qui est parfois tenté par l'égoïsme, par le repli et par la fermeture, mais qui appelle toujours nécessairement une espérance. Être utile aux autres pour être plus grand soi-même. C'est ce que la République avait posé avec la liberté et l'égalité, avec la fraternité. Et donc, la fraternité doit être aujourd'hui portée par toutes les technologies qu'il est possible de mobiliser, mais la fraternité doit toujours être une valeur partagée, une valeur réclamée, revendiquée par la République. Au lendemain des attentats, il y a eu énormément de gestes de fraternité, comme souvent dans les épreuves, dans le malheur. C'est le bonheur, disait Tocqueville, qui parfois atténue les aspirations au bien-être et à la volonté partagée de redistribution. Une forme de bonheur qui fait qu'on se dessaisit
de ce qu'est notre responsabilité personnelle. C'est pas forcément par le malheur que l'on arrive à retrouver l'idée collective. Mais il est vrai que lorsqu'il y a eu les attentats, il y a eu cette initiative venue d'associations, venue de groupes, de faire partager non pas leur douleur, mais leur ressort, leur capacité. On a appelé ça la résilience. Faire que leur propre expérience d'une terreur qui les a frappés directement puisse être au service de tous ceux qui souffrent, pour qu'ils en sortent eux aussi. Alors, nous devons avoir cette belle idée de l'engagement qui éclaire la vie, qui donne du sens et qui fait que l'on puisse transmettre. La transmission, c'est sans doute le plus essentiel. Ici, vous êtes des transmetteurs. Ce que vous faites ici, dans cette halle, c'est de transmettre. Transmettre votre propre réussite pour que d'autres puissent y accéder. C'est de transmettre à travers cette halle qui est devenue un lieu d'excellence et de merveille architecturale. La transmission, c'est l'école de la République, mais ce n'est pas que l'école de la République. La transmission, c'est ce que vous faites aussi quand vous permettez à ce que des entrepreneurs puissent donner aussi leur propre expérience du succès. La transmission, c'est aussi cette belle idée que l'on a de réussite qu'à travers le prolongement de sa propre action. Nous ne sommes que des passeurs, j'ose dire, pour des temps de passage. Nous passons à d'autres. Et nous sommes là que pour faire en sorte que le monde soit meilleur, que la France soit plus grande, et que l'idée même de l'engagement puisse être poursuivie. Il n'y a rien de pire que de penser que les générations suivantes n'arriveront pas à connaître ce que nous avons nous-mêmes espéré voir. Donc l'idée de la France s'engage, c'est de permettre à beaucoup de ceux qui aujourd'hui ne croient pas forcément à un destin collectif de le trouver et de permettre à ceux qui ont des idées pour d'autres d'être financés, accompagnés et suivis. Et donc c'est autour de cette belle idée d'engagement que je voulais que la France puisse trouver sa place. Merci. Merci à vous.